Jocelyne me sent préoccupée et s'attache à me changer les idées. C'est facile avec les armes qu'elle détient. Le 24 janvier, 5 jours avant notre départ, c'est la catastrophe. Ortiz et la Gaillarde sont persuadés d'avoir le soutien de l'ensemble de l'armée. En réalité, ce soutien se limite à la sympathie du général Faure, le Kabyle, du colonel Argoud, chef d'état-major de Massu, et du colonel Garde, grand patron du 5e bureau, action psychologique, pour lequel, à mon échelon, je travaille actuellement. Je suis pendu à la radio. À Alger, une foule d'hommes, de femmes et d'enfants encadrés par les unités territoriales en armes se réunit sur le plateau des Glières. Mais le miracle du 13 mai ne se produit pas. Le gouvernement général est imprenable. Les gardes mobiles chargent la foule à coups de crosse. 2 fusils mitrailleurs de la territoriale, unité de civils mobilisables, tenus d'assurer les missions militaires mineures dans leur ville, ouvrent le feu. Des corps tombent. Les forces de l'ordre ripostent pour se dégager. Le bilan s'élève à 20 morts et 147 blessés sur les rampes du boulevard Laferrière et le plateau des Glières. Le général Chasles, renseigné sur ce qui pourrait se passer, a dégarni la Kabylie de 3 régiments para de jumelles, le 1er REP, le 1er RCP et le 3e RPIMA. Les paras stationnent dans leurs véhicules non loin du centre-ville. Immédiatement, Ortiz se retranche dans son PC boulevard Laferrière, ceinturé par le 1er RCP, et la Gaillarde se barricade aux facultés, entourée par le 1er REP. Chasles avait promis que l'armée ne tirerait pas un seul coup de feu. Elle l'a fait. Le général Chasles, voilà un modèle, fidèle à l'Algérie française et au général de Gaulle. Je me sens des siens. J'écoute, le soir même à la télé, avec toute la famille, l'allocution du chef de l'État. J'adjure ceux qui se dressent à Alger contre la patrie, égarés qu'ils peuvent être par des mensonges et des calomnies, de rentrer dans l'ordre national. Rien n'est perdu pour un Français quand il rallie sa mère, la France. J'exprime ma confiance profonde à Paul Delouvrier, délégué général, au général Chasles, commandant en chef, aux forces qui sont sous leurs ordres pour servir la France et l'État, à la population algérienne si chère et si éprouvée. Quant à moi, je ferai mon devoir. Les discussions fusent en famille. Nous sommes des rapatriés de Tunisie, ce qui ne nous rend pas particulièrement optimistes après ce que nous avons vécu. Mon beau-père est bien d'accord avec moi. De Gaulle, ce n'est pas Mendès France. Jocelyne ne dit rien, mais je sens qu'elle se fait du souci. Ma permission n'est pas tombée au bon moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je suis persuadée que tout va rentrer dans l'ordre et que dans 4 jours, nous serons dans la caravelle à destination de Maison-Blanche. Le 27 au matin, un coup de sonnette à la porte d'entrée, c'est un télégraphiste qui me remet un pli bleu. Je pense tout de suite à un malheur arrivé à Nevers. Il n'en est rien, heureusement, c'est un télégramme officiel. Sous-lieutenant Fortu doit rejoindre son unité impérativement dans les meilleurs délais. C'est la grosse tuile. Je reste muet de saisissement. Je dois partir tout de suite et sans ma famille. Désolé, je tends le papier à Jocelyne qui pâlit et qui entre dans une colère noire, comme si j'étais responsable de la situation. J'en ai assez de cette guerre, de cette séparation qui n'en finit pas. Combien de mois vais-je encore rester à attendre le bon vouloir de tes chefs pour te rejoindre là-bas? Ma chérie, je ne maîtrise pas la situation, je suis désolée, autant que toi.
et je suis persuadée que ton départ n'est remis que de quelques jours. Crois-tu que ça me plaise de savoir que tu vas voyager seul avec un bébé? Mais je serai là à t'attendre à l'aérodrome. Au moins que tu ne sois quelque part en opération. Tu as fait une belle affaire en engageant d'un an. Je comprends sa colère, mais il faut que je rejoigne au plus vite mon unité. Je revais mon uniforme et Jocelyne, qui voit ma peine, m'accompagne à la gare. Après un dernier baiser, la gorge serrée, je monte dans le train qui file sur Marseille. Grâce à mon télégramme officiel, j'obtiens en priorité une place dans le premier avion en partance pour l'Algérie. Vol sans histoire. Je débarque dans la capitale, où tout est calme, où rien ne semble s'être passé. Je me rends à la gare et l'autorail de 10 heures me dépose en gare de Borj-Mnaïl. Scipion, prévenu par radio, m'envoie la Jeep avec Bernard et 2 hommes d'escorte pour emmener au bercail. Au passage, je jette un coup d'œil nostalgique sur la plaine. Eh bien, mon pauvre Fourtu, votre permission est tombée au mauvais moment. Quelle atmosphère en France? Si vous parlez d'atmosphère familiale, elle est orageuse. Mon épouse est furieuse de retarder son départ, et je la comprends. Quant à l'opinion publique, elle bouffe du pied noir qui a osé tirer sur les forces de l'ordre. Elle donne raison à De Gaulle d'avoir viré Massu. Il est vrai parfois que ma confiance envers le chef de l'État chancelle, mais je veux continuer à y croire. Il faut y croire, mon vieux. L'Algérie française se fera. Pourtant, certains parmi nous se demandent si les civils ont raison, si De Gaulle ne va pas tout larguer. Il faudra écouter avec attention le discours qu'il prononcera demain. Je suis allé faire un tour avec le colonel Leclerc et des officiers du régiment vers les barricades pour voir de quoi ils retournaient. Simple curiosité. Le spectacle en valait la peine, avec les paras en interposition. Nous n'avons pas pu approcher, ne serait-ce que pour discuter un peu avec les insurgés. La Gaillarde est quand même un sacré bonhomme. Crépin a bien fait de dissoudre les unités territoriales. Ces excités ont montré qu'ils avaient la détente facile. Et ce sont eux qui ont mis le feu aux poudres. 29 janvier, 20 heures. Dans notre bureau, Scipion et moi avons l'oreille rivée au poste de radio. Le chef de l'État parle. Les Algériens auront le libre choix de leur destin. L'autodétermination est le seul moyen grâce auquel les musulmans pourront exorciser eux-mêmes le démon de la sécession. Quant aux modalités de telle ou telle solution française, j'entends qu'elle soit élaborée à loisir, la paix revenue. Français d'Algérie, comment pouvez-vous écouter les menteurs et les conspirateurs qui vous disent qu'en accordant le libre choix aux Algériens, la France et De Gaulle veulent vous abandonner à la rébellion? Est-ce donc vous abandonner? Est-ce vouloir perdre l'Algérie que d'y envoyer et d'y maintenir une armée de 500 000 hommes? Comment pouvez-vous douter que si les musulmans décident librement et formellement que l'Algérie de demain doit être unie plus étroitement à la France, rien ne causerait plus de joie à la patrie et à De Gaulle que de les voir choisir entre elles et entre telle et telle solution, celle qui serait la plus française?
Enfin, je m'adresse à la France. Eh bien, mon cher et vieux pays, nous voici donc ensemble, encore une fois, face à une terrible épreuve. En vertu du mandat que le peuple m'a donné et de la légitimité que j'incarne depuis 20 ans, je demande à tous et à toutes de me soutenir quoi qu'il arrive. Marseillaise. Scipion et moi, nous nous regardons pensifs mais rassérénés. C'est bon, De Gaulle maintient le cap. À nous maintenant de continuer à jouer le jeu. Nous attendons la première promotion de pied ferme. Le jour J est arrivé. Depuis l'aube à Hammer, on s'active. Beaumont, dans sa cuisine, houspille Lambert et Gadea pour accélérer la cadence. Le convoi s'est regroupé très tôt ce matin à Timzérit et doit être à quelques kilomètres de sa destination. Il me semble du reste percevoir le grondement des moteurs dans le lointain. De Dieu chargé de la sécurité a ouvert la piste taxi en tête aux aurores. Rien à signaler. Depuis son retour, avec 4 hommes, il sillonne les ruelles du regroupement, fouillant inopinément au hasard quelques maisons. Dans leur école, les 2 instituteurs alphabétisent. Ils sont toujours aussi peu liants, mais ne sont jamais les derniers arrivés à la popote. S'ils se doutaient dans quelles conditions mon pauvre Youssoufa travaille à El Hazib El Madjen, ça leur donnerait à réfléchir à propos des militaires. Passons. Je mets en marche un magnétophone qui diffuse la musique orientale. La voix de la célèbre diva égyptienne Kelsoum s'élève dans la fraîcheur du matin. La population, étonnée de ce concert inhabituel, sort par petites troupes. Je vais saluer les anciens qui se sont installés, l'air de rien, à leur place coutumière, au carrefour des pistes, point stratégique d'où ils voient tout. Ils se lèvent, salam alek, la main sur le cœur. Je réponds à l'oriental. Pourquoi cette musique, mon lieutenant? C'est la fête aujourd'hui? Me demande en français un digne vieillard. Oui, si Mohamed. En pays musulman, quand on ne connaît pas l'identité d'un homme, on peut l'appeler Si Mohamed, c'est le nom du prophète. Flatté, il vous répondra toujours « C'est la fête ». Des civils arrivent de la montagne pour prendre une arme afin de défendre leur village contre les Djounoud. Ils vont rester plus d'1 mois et après, d'autres viendront. Je lis un étonnement certain dans leurs regards. Votre tour viendra le moment venu. Vous aussi, vous aurez votre groupe d'autodéfense. Khaled et Ben Ali ne sont pas auprès de moi pour traduire, et je coupe court à la conversation. Les anciens ont bien compris que quelque chose d'important se produisait. 3 GMC, précédés d'une Jeep, grande antenne déployée, prennent le virage et stoppent à l'entrée du poste. Des militaires et surtout des civils sautent des véhicules. Le lieutenant Voisard est dans la Jeep. Nous nous serrons la main tandis que l'encadrement de chaque camion fait se regrouper les stagiaires un peu désorientés. Voilà, Fortu, livraison à domicile. Tu ne pourras pas dire que le bataillon fait mal les choses. Tes civils ont l'air d'avoir le moral. Il n'y a pas eu de défection au dernier moment. Ils ont même chanté pendant la route. Tu salueras de notre part les camarades et tu présenteras nos respects au capitaine Vaillant. Je vais regrouper ma troupe pour faire connaissance. Salut, c'est bien la première fois que j'entends de la musique, même orientale, dans le Djebel. Les 4 véhicules font demi-tour et s'éloignent dans la poussière de la piste qui sèche
aussi vite qu'elle se détrempe. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.